Dans cette vidéo numéro 6, nous allons traiter la partie 2 du chapitre 3 consacré à la chaleur. Deuxièmement, la chaleur Q. Alors, c'est quoi la différence entre la chaleur et la température? Alors, pour illustrer cette différence, on va prendre deux, trois exemples. Je commence par la comparaison entre une petite tasse à 100 degrés et un grand seau à 50 degrés. La tasse elle a une température plus élevée que le seau, parce que 100 degrés est plus élevé que 50 degrés, mais la tasse contient moins de chaleur que le seau, parce que là, il y a l'effet de la masse. Donc on peut dire déjà que la température représente la qualité, la chaleur représente la quantité. Alors dans l'exemple du gâteau, les étincelles qui sont lancées dans l'air, elles sont très chaudes, mais ils ne brûlent pas, tout simplement parce que il contient très peu de chaleur, c'est très léger et c'est très petit. Donc contrairement à la température qui est représentée uniquement par la vitesse d'agitation des molécules, la chaleur est représentée par la vitesse d'agitation et la masse. Dans le troisième exemple, lorsqu'on compare un morceau de fer inox et un morceau de bois, ils sont à la même température, on va dire 10 degrés par exemple, le métal est froid et le bois il est chaud. Donc il y a un effet de sensation de chaleur, c'est l'effet de transfert de chaleur. Le métal c'est un bon conducteur de chaleur et le bois c'est un mauvais conducteur de chaleur. La chaleur est donc une forme spéciale de l'énergie. On l'exprime en joules J en kilocalories ou calories. Dans le langage de la thermodynamique, on parle de transfert de chaleur et de quantité de chaleur. La chaleur s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide, même si la source chaude est petite. Le cas de la tasse à 100 degrés et le seau à 50 degrés. Alors dernièrement, il faut noter que la chaleur n'est pas une fonction d'état, donc il dépend du chemin suivi. Donc on ne peut pas écrire D de Q, mais on va écrire delta Q. Et tout ça, on va le voir dans les exercices, on va comprendre pourquoi. Il existe deux types de chaleur, la chaleur sensible et la chaleur latente. On va voir un peu la différence entre les deux. On parle de chaleur sensible lorsqu'on chauffe un corps, donc on augmente sa température sans que ce corps change d'état ou change de phase. On prend par exemple l'eau qu'on va chauffer entre 10 degrés et 90 degrés. L'eau elle reste toujours à l'état liquide. Donc on peut dire que la chaleur sensible est le changement de température sans le changement d'état. Par contre, la chaleur latente, c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir ou retirer à un corps pour modifier son état physique, sans modifier sa température. Si je prends un exemple, si on reste à 0 degré, on peut passer de la glace à l'eau liquide sans modifier la température, sans augmenter ou diminuer la température, mais on a une modification de l'état de la matière. Évolution de la chaleur sensible en fonction de la masse, c'est-à-dire si on change de masse, automatiquement la chaleur sensible change. Un exemple pour bien illustrer cette évolution en deux expériences. Dans la première expérience, on plonge un morceau de cuivre de 1 kg et de température de 100 degrés dans l'eau glacée. On obtient 120 g d'eau liquide. Dans la deuxième expérience, on change uniquement la masse du cuivre, on la double à 2 kg dans les mêmes conditions. En particulier, la température est toujours maintenue à 100 degrés. Dans ce cas-là, on obtient une masse double à 240 g d'eau liquide. On peut en tirer alors que la chaleur est proportionnelle à la masse. Pour illustrer l'évolution de la chaleur sensible en fonction de la température, on va prendre pratiquement les mêmes expériences, mais cette fois-ci, on va changer la température. Dans la première expérience, on a 1 kg de cuivre très chaud à 100 degrés qu'on plonge dans la glace, on obtient 120 g d'eau liquide. Dans la deuxième expérience, on prend toujours un morceau de 1 kg de cuivre, mais cette fois-ci échauffé à 50 degrés uniquement. Qu'on plonge dans la glace, on obtient uniquement 60 g d'eau liquide. De ces deux expériences, on peut tirer la conclusion suivante, c'est que la quantité de chaleur est proportionnelle à la variation de température. Une troisième expérience nous montre l'évolution de la chaleur sensible en fonction de la nature du corps. On reprend notre première expérience où on a plongé 1 kg de cuivre à 100 degrés C dans de l'eau glacée. On a obtenu 120 g d'eau liquide. Dans cette deuxième expérience, on reste toujours dans les mêmes conditions, on change uniquement la nature de la masse du cuivre. Donc au lieu d'avoir du cuivre, on va prendre du soufre. Et dans ce cas-là,
on obtient 220 grammes d'eau. Donc la masse d'eau a augmenté. Donc dans les mêmes conditions, on a la même masse, la même température, mais lorsqu'on change la nature du corps, la quantité de chaleur change. Donc l'énergie thermique ou la quantité de chaleur fournie à un système est proportionnelle à la fois à la variation de température du système et à sa masse. Et elle dépend également de la nature du corps. Donc en tenant compte de tout ça, on peut écrire de manière générale pour la chaleur sensible la formule suivante: dQ est égal à mc dt, avec petit m la masse, petit c la capacité thermique massique qu'on appelle aussi chaleur massique ou chaleur spécifique, et dt la variation de température. On peut définir la capacité thermique ou la capacité thermique massique par la quantité d'énergie divisé par l'unité de masse pour élever la température de la matière de 1 degré, que ce soit 1 degré K ou 1 degré C. Alors si on travaille sur une transformation finie entre un état initial et un état final, on peut obtenir la chaleur Q échangée en intégrant la relation précédente, c'est-à-dire dQ est égal à mc dt. On écrit alors grand Q est égal à l'intégrale de mc dt, c'est la relation 2. Dans le cas le plus simple de l'intégration, on obtient Q est égal à mc T2 moins T1. Alors une petite remarque, on peut définir aussi la capacité thermique par une unité de mole, parce que jusqu'à présent on a défini la capacité thermique par une unité de masse. On a toujours écrit Q est égal à mc dt ou delta T. Dans ce cas, on va écrire un grand C pour la capacité thermique molaire, et le grand Q est égal à nc delta T, N comme nombre de moles. La capacité thermique molaire grand C est exprimée alors en joules par mol K ou joules par mol degré C. On rappelle ici que la chaleur latente est définie lorsqu'on a changement d'état sans changement de température, c'est-à-dire à température fixe. D'une manière générale, cette quantité de chaleur est définie par la relation suivante: grand Q est égal à M fois L. L comme latente, comme chaleur latente. Alors si on spécifie le changement d'état, l'équation 4 se traduit par les formules suivantes. Q est égal à mLV, chaleur latente de vaporisation, lorsqu'on a changement de l'état liquide à l'état vapeur. Lorsqu'il s'agit de changement d'état de l'état solide à l'état liquide, on a une fusion, donc on va parler de la chaleur latente de fusion, LF. Dans ce cas-là, on va écrire Q est égal à M fois LF. Je rappelle juste ici les unités: la chaleur en kilojoules, la masse en kilogrammes et les chaleurs latentes en kilojoules par kilogramme. Voici un exemple pour illustrer la chaleur latente. On chauffe un récipient contenant une quantité de glace tout en maintenant la température à 0 degré C. Durant cette période, la chaleur fournie au récipient va servir à la fusion de la glace. On écrit alors la quantité de chaleur est égale à M glace fois L fusion, la chaleur latente de la fusion. La chaleur sensible varie donc en fonction de plusieurs paramètres. En quelque sorte, les chaleurs ne sont pas constantes, elles n'ont pas la même valeur. Elles varient en fonction de plusieurs éléments. Elles varient en fonction du mode d'échauffement. Est-ce qu'on est isobare ou est-ce qu'on est isocore? On va donc distinguer deux chaleurs spécifiques différentes, Cp et Cv. Cp pour l'échauffement à pression constante, Cv pour des échauffements à volume constant. Elle varie aussi en fonction de la température, donc la chaleur elle est toujours proportionnelle à delta T. Elle varie également en fonction de la masse. On a déjà vu que Q est proportionnel à la masse. Donc d'un corps à un autre, on a des chaleurs différentes, même s'ils ont la même masse, même s'ils ont la même température. La nature du corps donne des chaleurs différentes. Alors finalement, en fonction de la structure du corps, un corps pur n'est pas un corps composé, n'est pas un alliage, et un cristal n'est pas un amorphe. Là, je peux citer comme exemple le diamant, c'est pas le graphite. Il y a une grande différence entre les deux au niveau de la chaleur sensible. Alors pour étudier les différentes transformations physiques lors du chauffage, on va prendre comme exemple la courbe de chauffage de l'eau à pression constante. C'est-à-dire qu'on va chauffer la glace solide, on va le rendre liquide, et après le liquide, l'eau, on va le rendre vapeur. Il s'agit d'une courbe de la température en fonction du temps. L'eau sous forme de glace en A, bien sûr à une température très basse, est chauffée jusqu'à 0 degré C en B. En B, on a l'apparition de la première goutte liquide de l'eau.
Entre B et C, on a un équilibre entre la glace et l'eau, c'est-à-dire le solide plus le liquide. Au point C, toute la glace solide est transformée en eau liquide. On parle de disparition du dernier grain du solide. Entre C et D, on a le chauffage normal du liquide, de l'eau liquide, jusqu'à 100 degrés. À cette température, on a un palier de température entre D et E, et on a les deux phases, liquide plus vapeur. On dit qu'au point D, on a l'apparition de la première goutte de vapeur d'eau. Et au point E, on a la disparition de la dernière goutte d'eau liquide. Lors du chauffage de l'eau, c'est-à-dire le passage du solide à l'état liquide puis du liquide à l'état vapeur, on passe par deux types de transfert de chaleur. Le premier type de transfert de chaleur est un transfert avec variation de température, c'est-à-dire entre A et B, entre C et D et à partir de E. Dans ce cas-là, on parle de chaleur sensible. Le deuxième type de transfert est un transfert de chaleur avec changement d'état. Dans ce dernier cas, on parle de chaleur latente. À 0 degré, on a entre B et C un changement d'état de l'état solide à l'état liquide. On parle alors de chaleur latente de fusion. À 100 degrés, pour le palier DE, on a l'évaporation du liquide, c'est-à-dire on va passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et dans ce cas-là, on parle de chaleur latente de vaporisation. Alors pour se familiariser avec le langage de changement d'état, on va prendre les trois états de la matière, solide, liquide et gaz. Le changement de phase solide-liquide s'appelle la fusion et le changement de phase liquide-solide s'appelle la solidification. Le changement d'état liquide-gaz s'appelle vaporisation et le changement inverse gaz-liquide s'appelle liquéfaction. Alors pour le troisième passage, le changement d'état solide-liquide s'appelle sublimation et le changement inverse gaz-solide s'appelle condensation. Voici donc un résumé pour les différents changements d'état lorsqu'on varie la température ou la pression. Alors, la loi des mélanges nous permet de déterminer la température du mélange, Tm. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on mélange deux corps à des températures différentes, normalement le transfert de chaleur se fait du corps chaud au corps le plus froid. Alors, lorsque le système est en équilibre thermique, on a la même température partout. Donc, les deux corps ont la même température. C'est cette température qu'on appelle la température finale du mélange ou la température d'équilibre, Tm. On peut donc facilement déterminer cette température en dressant le bilan énergétique entre les deux corps ou entre les deux systèmes. On suppose qu'on a un transfert total entre les deux corps, du corps chaud vers le corps froid, donc il n'y a pas de perte de chaleur vers le milieu extérieur. Dans ce cas-là, QAM plus QBM, c'est-à-dire à l'équilibre, est égal à 0. Alors, puisqu'on a variation de température, on va parler de chaleur sensible, donc MACA delta T plus MBCB delta T est égal à 0. Delta T dans ce cas-là, c'est T final moins T initial, ça veut dire T du mélange moins TA, ou T du mélange moins TB. Alors à partir de l'équation 1, on peut déterminer facilement la température du mélange. Donc Tm est égal à MACATA plus MBCBTB, le tout sur MACA plus MBCB. On connaît les masses, on connaît les chaleurs spécifiques et on connaît les températures initiales, donc on va déterminer Tm facilement. Alors avant de finir, juste une petite remarque sur les unités de chaleur. Il y a le calorie, il y a le joule, il y a le kilocalorie, il y a le calorie avec un grand C, et il y a le calorie avec petit c. Donc on va faire un peu la différence entre tout ça. Alors dans la normalisation des unités, une calorie avec C petit c, mais C minuscule, est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré C la température de 1 g d'eau entre 14,5 degrés C et 15,5 degrés C sous un atmosphère. Ce qui correspond à exactement 4,1855 joules. Donc pour nous faciliter les calculs, on peut exprimer l'énergie aussi en kilocalories. Mais cette fois-ci, c'est avec petit k et petit c, c'est-à-dire 1000 calories avec petit c qui est égal à 1 kilocalorie avec petit c, petit k. Alors dans la norme aussi, on a 1 calorie, mais avec un grand C, est équivalent à 1 kilocalorie, ce kilocalorie qu'on a vu avant. Donc 1 calorie avec un grand C
est équivalent à 1000 calories avec petit c. Donc faites attention dans les étiquetages des aliments. S'il y a beaucoup de graisse ou il y a beaucoup de sucreries, on peut mettre un grand C, on va mettre 5C avec un grand C, et c'est l'équivalent de 5000 calories. Donc faites attention à ce que vous consommez. On peut donc facilement vous induire en erreur. Alors avec cette liste des différentes unités d'énergie prend fin notre vidéo. Je cite quelques unités, l'électronvolt, l'erg, la frigorie, le BTU, le kilowattheure, que vous connaissez bien, le TNT, et leur équivalent en joule. Prend fin donc cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous connaissez mes coordonnées. Et bon courage et bonne continuation. Merci.